La petite fille aux allumettes. C'était le jour du réveillon, le dernier jour de l'année. Il faisait affreusement froid et il neigeait depuis le matin. Les rues et les toits des maisons étaient recouverts d'un épais manteau blanc. La bise glaciale emportait la neige qui formait de gros tas au coin des rues. Personne n'avait envie de flâner. Très tôt, la nuit tomba. L'allumeur de réverbère remplit son office à la hâte. Il se dépêchait autant que possible pour pouvoir vite rentrer chez lui. Sa femme avait préparé des beignets et des chaussons aux pommes qu'ils allaient tous deux déguster avec du chocolat chaud confortablement installé au coin d'un bon feu. Les flocons de neige dansaient maintenant dans la lumière jaune des réverbères. Une voiture conduite par un cheval passa à toute vitesse. À l'intérieur, on pouvait entrevoir des gens richement vêtus qui s'apprêtaient à fêter le réveillon en famille. Mais brusquement, le cocher dut tirer de toutes ses forces sur les rênes pour laisser passer une petite fille. Les rideaux de la voiture étaient fermés, de sorte que les occupants ne se doutèrent pas du drame qu'ils venaient d'éviter. De toute façon, même s'ils avaient vu la fillette, ils se seraient probablement contentés de dire, agacés, « Pourquoi cette stupide gamine ne regarde-t-elle pas où elle va ? Elle a presque provoqué un accident. » Ils n'auraient certainement pas remarqué que la pauvre petite fille ne portait pas de chaussures. Ils étaient bien trop occupés à plaisanter et à penser à tout ce qu'ils allaient boire et manger cette nuit-là. Dans la rue où la fillette avait failli se faire écraser, il n'y eut bientôt presque plus personne. Les dernières emplettes avaient été faites et chacun était pressé de rentrer. De temps en temps, certains passants s'arrêtaient pour présenter leurs vœux à un voisin, mais jamais longtemps. Car dès qu'ils restaient immobiles, ils sentaient leurs orteils gelés dans leurs chaussures. À part la petite fille aux pieds nus, il n'y avait plus un seul enfant dehors. Ils avaient joué tout le jour dans la neige, ils avaient lancé des boules et fabriqué un grand bonhomme. Mais maintenant, ils étaient bien au chaud chez eux et mangeaient de la tarte en rêvant à tous les merveilleux cadeaux qu'ils allaient sûrement recevoir. La rue se vidait. Au loin, un homme courut pour aller acheter les fusées qu'il avait oubliées, et quelques jeunes gens changèrent de trottoir en riant pour se rendre à une fête. Mais aucun d'eux ne vit la pauvre petite fille qui marchait pieds nus dans la neige. Elle portait, attachée à son cou par une ficelle, une caissette plate. À l'intérieur s'alignaient quelques boîtes contenant de longues allumettes. Son père l'avait envoyée ce matin-là dans la rue pour les vendre. « Ne reviens pas avant de les avoir toutes vendues, avait-il ordonné. Un soir comme celui-ci, tout le monde allume des bougies. Il faut donc des allumettes. » La petite fille était sortie sans discuter, car elle savait bien qu'il ne restait plus une miette dans le garde-manger. Et que, comme elle, ses petits frères et sœurs avaient horriblement faim. Comme elle ne possédait pas de chaussures, elle avait mis les pantoufles de sa maman qui était morte alors qu'elle était toute petite. Mais elle les perdait tout le temps, car elles étaient beaucoup trop grandes pour elle. Et lorsqu'elle avait dû bondir pour éviter d'être écrasée par la voiture, elle les avait perdues. L'une avait été aplatie par les roues, l'autre emportée par un chien. Toute la journée, la petite fille avait parcouru les rues enneigées. Mais elle n'avait pas encore vendu la moindre boîte. Personne ne la voyait. Personne ne l'entendait lorsqu'elle demandait d'une toute petite voix craintive « Monsieur, madame, ne voulez-vous pas m'acheter des allumettes ?» Il faisait de plus en plus noir et il n'y avait plus personne dans la rue. La petite fille savait qu'elle ne vendrait plus rien désormais, mais elle n'osait pas rentrer chez elle. Poursuivant son chemin, la fillette arriva dans une rue bordée de très belles maisons. Elle s'arrêta devant l'une d'elles et regarda par la fenêtre. Elle aperçut un monsieur, une dame et 3 enfants qui venaient de se mettre à table. Celle-ci était couverte d'une magnifique nappe brodée sur laquelle était disposée de la vaisselle somptueuse. Il y avait un poulet rôti dans un beau plat, des pommes de terre dans un autre et de la compote de pommes dans une coupe en cristal. Et si je frappais au carreau et que je leur expliquais que je meurs de faim, se dit la petite fille. Soudain, elle vit le papa se lever. Peut-être m'a-t-il remarqué, pensa-t-elle.
Il va ouvrir la fenêtre et me demander d'entrer. Mais le monsieur ne s'était levé que pour fermer les rideaux. Alors, la fillette fondit en larmes et repartit dans la neige glacée. Dans toutes les demeures où elle jetait un coup d'œil, elle voyait des scènes semblables. Elle découvrit aussi des gaufres et des crêpes et admira une belle dame qui versait du thé bouillant dans de jolies tasses fleuries. Devant l'une des maisons, elle dut se hausser sur la pointe des pieds pour regarder à l'intérieur. Là, il y avait au moins 20 personnes. Les dames portaient de longues robes et les messieurs des costumes chics. Et tous riaient avec insouciance. La petite fille s'éloigna tristement. Elle n'osait toujours pas rentrer chez son père. Il serait furieux d'apprendre qu'elle n'avait rien vendu. Et ses frères et sœurs seraient si déçus quand ils sauraient qu'elle ne rapportait pas d'argent. Dans leur pauvre logis, il ferait aussi froid que dehors, car un carreau était cassé et le toit à moitié arraché. Un peu plus loin, elle remarqua une maison dont les fenêtres n'étaient pas éclairées. Elle gravit les quelques marches qui menaient à l'entrée et s'assit sous le porche imposant, où elle put enfin s'abriter un peu du vent. Glissant ses pieds nus sous sa jupe, elle essaya d'imaginer qu'elle se trouvait devant un bon feu. Mais, hélas, son imagination fut insuffisante. Elle avait toujours aussi froid. Si seulement je pouvais me chauffer les mains un instant, pensait-elle. Elle regarda avec envie la caisse contenant les boîtes d'allumettes. Si j'en allumais une seule, j'aurais un peu plus chaud, et mon père ne le remarquerait même pas. Elle saisit une des allumettes entre ses petits doigts tout raidis par le froid et la frotta contre le mur. L'allumette s'enflamma joyeusement. La petite fille protégea de ses mains la flamme minuscule et à travers ses paupières mi-closes la fixa longuement. Mais très vite, elle se brûla et poussa un profond soupir, car ses petits doigts bleuis étaient toujours aussi glacés. Elle se frotta bien fort les mains l'une contre l'autre, puis les glissa sous son châle tout rapiécé, mais en vain. « Je vais encore faire flamber une allumette, se dit-elle. Seulement une, la dernière. Que cette nouvelle flamme était donc jolie. » La petite fille la regarda fixement et rêva qu'elle se trouvait devant un bon poêle. Elle voulut tendre les mains pour les réchauffer, mais à cet instant, la flamme s'éteignit et le mirage disparut. Bien vite, la fillette fit craquer une troisième allumette contre le mur et le poêle réapparut. Il ressemblait à celui qui trônait jadis dans la cuisine de grand-maman. Mais grand-maman aussi était morte. Quand la flamme vacilla, la petite fille, sans réfléchir, fit brûler une autre allumette. Elle vit alors qu'elle se trouvait chez sa grand-mère un soir de Noël. Dans un coin de la pièce se dressait un immense sapin, décoré de boules brillantes et de bougies multicolores. Des tas de petits paquets étaient suspendus à ses branches, et ils étaient tous pour elle. Elle les ouvrit délicatement, un à un. À l'intérieur, elle trouva tout ce dont elle avait toujours rêvé. Un nouveau manteau, un bonnet douillet, un châle en laine et des moufles bien chaudes. Avec de pareilles moufles, elle n'aurait plus jamais froid aux mains. Elle voulut les enfiler tout de suite, mais la petite flamme mourut à son tour. Alors, la fillette sortit une nouvelle allumette de la boîte. La lueur de la petite flamme éclairait maintenant la façade contre laquelle elle s'abritait, et la petite fille put voir l'intérieur de la maison. Elle découvrit une grande table, dressée comme celle qu'elle venait d'admirer chez les gens riches. Il y avait aussi un plat avec un poulet rôti, mais bien plus gros que l'autre, et plein de pommes de terre et de compotes de pommes. Tout cela rien que pour elle. La petite fille éclata de rire, car le poulet venait de se lever et courait vers elle. Elle voulut l'attraper, mais juste à ce moment, la flamme s'éteignit. Vite, la fillette fit craquer une autre allumette.
Elle revit alors le sapin, mais cette fois toutes les bougies étaient allumées. Les petites flammes se mirent à monter, monter, pour former dans le ciel des milliers d'étoiles scintillantes. Seule, une des étoiles descendit vers la terre. Quelqu'un vient sûrement de mourir, pensa la petite fille. Grand-maman racontait que lorsqu'une étoile descend vers les hommes, quelqu'un meurt, et son âme part vite la remplacer dans le ciel. La fillette frotta encore une allumette contre le mur. La petite flamme grandit et grandit, donnant une lumière éblouissante. Et soudain, la petite fille vit sa grand-mère devant elle. La vieille femme s'était occupée de la petite orpheline lorsque sa maman était morte. Mais elle était déjà très âgée, et 1 an plus tard, elle était partie rejoindre sa fille au ciel. Comme grand-maman était belle, et comme elle avait l'air doux. Grand-maman, oh ma chère grand-maman, s'écria la fillette ravie. Je sais que tu vas disparaître quand la flamme s'éteindra, tout comme le feu et le poulet, et la compote et le sapin de Noël. Je t'en supplie, ma chère grand-maman, ne t'en vas pas. La grand-mère sourit tendrement, mais ne répondit rien. Alors, la petite fille eut tellement peur de perdre sa grand-mère une seconde fois qu'elle alluma fébrilement toutes les allumettes qui restaient. Les unes après les autres, les petites flammes s'élevèrent, répandant une telle clarté que la fillette aurait pu croire que le soleil brillait. Et dans cette chaude lumière, elle vit sa grand-mère qui lui tendait les bras. La petite fille se leva et courut à elle. Alors, sa grand-mère la serra contre elle et l'emporta tout droit vers le ciel, là où il ne fait jamais froid, où nul ne connaît la faim et où il ne faut plus avoir peur. Le lendemain, les habitants de la maison devant laquelle la petite fille avait essayé d'échapper au froid la découvrirent devant leur porte. Ses joues étaient rouges et sur ses lèvres se dessinait un sourire. Les gens crurent d'abord qu'elle dormait, mais quand ils voulurent la réveiller, ils comprirent qu'elle s'était endormie pour toujours. La nuit du Nouvel An, une petite fille était morte de froid devant leur porte. Sur le seuil, ils virent toutes les allumettes brûlées. « Pauvre petit chou, dit une dame, le cœur serré. Elle a dû vouloir se chauffer un peu. » Elle ne pouvait évidemment pas savoir combien la fillette avait été malheureuse sur la terre, ni quel avait été son bonheur en imaginant toutes ces merveilles. Pour la petite fille aux allumettes, ce réveillon passé dans les bras de sa chère grand-mère avait été le plus beau de sa courte vie. Si vous rencontrez un crocodile. Si jamais sur les bords du Nil, vous rencontrez cet animal, méfiez-vous de son air jovial, car vous serez en grand péril. Même s'il a mis son beau veston, ses gants blancs, ses souliers de daim, le crocodile a toujours faim et vous mangera sans façon. La visite de la sorcière. Peu d'enfants et surtout peu de grandes personnes savent que, à côté des méchantes sorcières, il en existe aussi de gentilles. Voici l'histoire d'une sorcière très sympathique qui s'appelait Prudence la Sage. Elle vivait avec sa fille Morgane la Petite, leur cuisinière Bouchefine et Kawa le Chat Noir. Les cuisines étaient installées dans les caves, où Bouchefine régnait en maîtresse. Mais au grenier se trouvait la salle de magie, et ni Morgane ni la cuisinière ne pouvaient y entrer. C'était dans cette pièce que Prudence préparait ses potions et ses onguents. Un jour, la petite Morgane lisait dans sa chambre le grimoire des sorcières en herbe, le chat Kawa perché sur son épaule. Soudain,
Elle entendit un bruit assourdissant. Cela venait de la cuisine. On aurait dit que quelqu'un lançait toutes les casseroles en l'air. Morgane et Kawa dévalèrent aussitôt les escaliers 4 à 4 et ils trouvèrent Prudence et Bouchefine face à face, rouges de colère. « Comment peux-tu être stupide à ce point ?» hurlait la sorcière. « Que se passe-t-il donc » demanda la fillette. « Cet après-midi, Alexandrine la Grande, la fameuse sorcière, vient prendre le thé chez nous, » expliqua sa maman. Avec tous ses magiciens et ses magiciennes, elle fait le tour du pays et elle remettra un prix à celle de ses consoeurs qui lui aura réservé le meilleur accueil. « Chic alors !» s'écria Morgane. « Tu parles, grinça Prudence. Nos meubles et nos planchers sont affreusement sales et il n'y a justement plus de cire. Bouchefine a oublié d'en acheter. »« Et vous, vous avez oublié de me dire qu'il en fallait » grommela la cuisinière. « Mais tu peux fabriquer toi-même de la cire, » suggéra Morgane. « Il en existe une recette dans ton livre de magie. »« C'est vrai, » dit sa maman. « Comme tu es maligne. Pour ta récompense, tu peux venir m'aider. » Arrivée au grenier, Prudence ordonna « Mets ce gros chaudron sur le feu pendant que je cherche la formule magique. » Elle feuilleta ensuite son épais grimoire et murmura « Ah, voilà la recette. Si j'y ajoute un peu de poudre de cyclone, les meubles et les parquets brilleront en un instant comme des miroirs. » « Est-il bien nécessaire d'essayer cela maintenant ?» demanda Morgane d'une petite voix inquiète. « Mais bien sûr, répliqua Prudence. Je n'en mettrai qu'un tout petit peu. Passe-moi ce flacon avec la poudre bleue là-bas, et aussi celui avec le liquide vert sur l'étagère. » Une demi-heure plus tard, la cire était prête. Des petites étoiles de toutes les couleurs jaillissaient du chaudron. Prudence tourna encore un peu dans la mixture, puis lança un coup d'œil à l'horloge. « Juste à temps. Bouge-toi, Morgane. » Elle se mit alors à danser en rond en chantant « Sire, sire, fais ton devoir, frotte et refrotte de ton mieux, table, chaise et dressoir, que tout brille de mille feux !» Peu à peu, les petites étoiles retombèrent l'une après l'autre dans le chaudron. « Morgane, je vais me changer, » dit alors Prudence à sa fille. « Continue à tourner dans le mélange, jusqu'à ce que toutes les étoiles aient disparu. Puis, mets ta belle robe et des chaussettes propres, et viens saluer Alexandrine. » Une fois sa mère sortie, Morgane remua scrupuleusement la cire. Peu de temps après, il ne restait plus une seule étoile. Morgane alla se poster à la fenêtre avec Kawa pour voir arriver Alexandrine et son cortège. « Les voilà !» s'écria-t-elle lorsqu'elle vit passer la célèbre sorcière sur son balai. Elle descendit ensuite dans sa chambre. Tous les meubles y brillaient comme des miroirs. La petite fille s'assit sur son lit pour ôter son bas droit. Mais la chaussette collait à sa jambe. Elle essaya de tirer le gauche, mais rien ne vint. Elle voulut alors enlever sa robe. Pas moyen non plus. Ses vêtements ne bougeaient pas d'un millimètre. « Oh, Kawa !» gémit Morgane. « Je crois qu'il s'est passé quelque chose pendant que nous fabriquions la cire. » Elle descendit au rez-de-chaussée, le chat sur les talons. Elle entendit au salon sa maman qui accueillait les invités. À la cuisine, Bouchefine était en train de préparer le thé. Morgane ouvrit la porte d'un cran et appela sa mère à voix basse. Elle vit que celle-ci parlait avec Alexandrine la Grande et que cette dernière avait déjà l'air de s'ennuyer terriblement. « Maman !» répéta Morgane un peu plus fort. « Viens un instant !»« Comment oses-tu me déranger alors que j'ai des visiteurs aussi importants ?»« Et quelle est donc cette tenue ?» gronda Prudence. « Va immédiatement te changer, petite désobéissante !»« Mais c'est impossible !» bredouilla Morgane. « Mes bas et ma robe collent à mon corps. Je crois qu'il y a eu un problème avec la cire. » Prudence pâlit. « Colle, dis-tu » À ce moment, la cuisinière entra avec le thé. Elle voulut poser le plateau sur la table, mais celui-ci lui resta collé aux mains. Affolée, Prudence tomba à la renverse sur une chaise.
hurla Morgane. Mais trop tard. Quand sa mère voulut se relever, sa jupe demeura attachée à la chaise. Pensant qu'il valait mieux faire semblant de rien, Bouchefine circula parmi les invités avec le plateau, les laissant se servir tout seul. Kawa, qui avait envie d'un biscuit, vint se frotter contre les jambes de sa petite maîtresse. « Non !» cria encore Morgane. Mais Kawa était déjà collé à sa chaussette. Entre-temps, Alexandrine la Grande et les autres magiciens et magiciennes s'étaient assis et buvaient tranquillement leur thé, sans remarquer que les tasses leur collaient aux doigts. Prudence frappa alors dans ses mains et dit « À présent, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous faire un tour au-dessus de notre belle ville. » Drôle de surprise, soupira la grande sorcière. C'est la 5e fois aujourd'hui que je bois du thé et le 5e tour que je fais au-dessus de la ville. J'en ai ras-le-bol, je m'en vais. Tous, alors, voulurent se lever à sa suite, mais ils restèrent plaqués sur leur siège. Prudence éclata de rire. « Est-ce là, n'est-ce pas une surprise ?» demanda-t-elle à ses hôtes. « Vous n'avez certainement jamais été installés aussi confortablement pour survoler la ville. Allons-y !»« Puis-je venir aussi avec Kawa ?» supplia Morgane. « Bien sûr !» répondit sa maman. « Donne un ballon à tout le monde et va t'asseoir sur ce petit tabouret. » Morgane fit ce que sa maman demandait. Elle attacha un ballon à la queue de Kawa, puis elle s'installa commodément avec lui. La cuisinière ouvrit la porte, et les magiciens et les sorcières s'envolèrent les uns derrière les autres. Ce fut une excursion très amusante. Lorsqu'elles furent de retour, Prudence la sage, Alexandrine la grande et Morgane la petite pénétrèrent dans le grenier par la fenêtre. Ensemble, elles fabriquèrent une nouvelle cire. Alors, les sièges se détachèrent. Kawa put quitter la chaussette de Morgane et le plateau, échappant des mains de la cuisinière, alla se fracasser sur le sol. Inutile de vous dire qu'Alexandrine la Grande attribua à Prudence le prix du meilleur accueil. Une superbe coupe en argent. La vengeance du renard. Lapis-Lapin était l'animal le plus insupportable de la forêt. Il n'arrêtait pas de faire des farces. Un jour, René le renard s'apprêtait à déguster la grosse poule qu'il venait de dérober à un fermier. Mais il ne la retrouva pas. Comprenant que Lapis-Lapin la lui avait cachée, il décida de se venger. Il prit un sac, une botte de paille et un chou rave et en fabriqua une poupée. Il enduisit ensuite celle-ci, des pieds à la tête, d'une poix bien gluante. Puis, il l'habilla avec une petite veste, un pantalon, des gants et des chaussures. Sur sa tête, il enfonça un vieux chapeau de paille. Il ne dut pas attendre longtemps pour voir arriver Lapis-Lapin. Ce dernier s'arrêta devant la poupée et dit « Salut toi, que fais-tu là ?» Mais la poupée ne répondit pas. « Pourquoi ne dis-tu rien? Qui es-tu » poursuivit Lapis-Lapin. Mais la poupée resta muette. « Es-tu sourd ?» continua le lapin. « Dans ce cas, je vais me rapprocher un peu et parler plus fort. » Mais il ne reçut aucune réponse. « Quel grossier personnage !» grogna-t-il. « Allez, réponds, ou je te tire les oreilles !» Comme la poupée ne disait mot, Lapis-Lapin lui tira une oreille. Mais lorsqu'il voulut retirer sa patte, celle-ci resta collée à l'oreille, comme du sirop sur une cuillère. « Lâche-moi !» cria Lapis-Lapin en donnant une gifle à la poupée avec son autre patte. Aussitôt, cette patte-là aussi resta collée à la poix. « Si tu me laisses pas tranquille, je te donne un coup de pied !» hurla le malheureux. Mais la poupée
ne bougea pas. Lapilapin lui donna alors des coups, d'abord avec l'une, puis avec l'autre de ses pattes arrière. Et bien sûr, celles-ci demeurèrent attachées à la poupée de poids. « Si tu continues, je cogne avec ma tête !» s'obstina le lapin têtu. Mais rien à faire. Pour tout résultat, ses longues oreilles adhérèrent à leur tour à la tête de la poupée. À ce moment, René le renard sortit de sa cachette. « Enfin, je te tiens, sale voleur de poules !» ricana-t-il. Et il détacha le prisonnier, qu'il fourra sans douceur dans un sac. « Tu ne vas tout de même pas me jeter dans les chardons ?» gémit Lapilapin. « Je vais te faire rôtir et te manger !» dit le renard. « Ce n'est pas grave, pour autant que tu ne me lances pas dans les chardons !» affirma Lapilapin dans le sac. « Pourquoi ne me supplies-tu pas de te lâcher ?» s'étonna le renard. « Tu me gâches ma vengeance !»« Et si je te suppliais de ne pas me jeter dans les chardons ?» suggéra Lapilapin. « Ainsi tu as vraiment peur des chardons !» s'exclama le renard. « Je te remercie beaucoup du renseignement. Maintenant, je sais comment te punir. » Il courut vers un buisson de chardons bien piquants et jeta le sac contenant Lapilapin en plein milieu. Les chardons étaient tellement hauts qu'il ne voyait même plus le sac. « Aïe! Ouille! Aïe !» entendit-il d'abord. Mais très vite, les cris furent remplacés par des rires. Et il vit avec dépit que le lapin était sorti du sac et dégustait les chardons. « Espèce d'idiot !» s'esclaffa Lapilapin. « Tu devrais tout de même savoir que je suis né dans un buisson de chardons et que ma fourrure est si épaisse que je ne sens pas les picots. Quel délice ces chardons! Veux-tu en goûter? Non? C'est vrai. Il vaut mieux que tu ailles rechercher ta bête poupée avant que d'autres animaux n'y restent collés. » Furieux, René le renard retourna sur le chemin où, d'un geste rageur, il pinça l'oreille de la poupée. La suite de l'histoire est facile à deviner. Posté à distance prudente, l'astucieux Lapilapin se tordait de rire une fois de plus. Bien joué, Zico! Zico vivait au Brésil. Pendant les vacances, il se rendait tous les matins à la plage. Il y arrivait toujours le premier et il y attendait sa petite amie Donelia ainsi que son ami Federico qui apportait son ballon de football. Zico et Federico étendaient alors sur le sable leurs chemises qui servaient de but. Federico et Donelia jouaient contre Zico. Puis, d'autres enfants arrivaient, presque assez pour former deux équipes. L'après-midi, plusieurs gamins qui logeaient avec leurs parents à l'hôtel de la plage se joignaient à eux. « D'accord, leur disait chaque fois Donelia, à condition d'ôter vos chaussures de football. Ici, on joue pieds nus. » Les garçons retiraient alors leurs chaussures et le match commençait. Ce jour-là, postés devant la fenêtre d'une des chambres de l'hôtel, deux hommes observaient les enfants qui se démenaient sur la plage. « Voyez donc comme ce gamin est rapide, » disait l'un d'eux, « et comme il tient bien la balle. »« Voulez-vous que j'aille lui parler ?» suggéra l'autre. « C'est une bonne idée, » répondit le premier. L'homme se dirigea vers la plage et appela Zico. « As-tu déjà entendu parler du Football Club de Santos ?» demanda-t-il. « Évidemment !» s'exclama Zico. « C'est la meilleure équipe de foot du monde !»« L'entraîneur de Santos t'a vu jouer, » expliqua l'homme. « Et il veut savoir si tu aimerais participer à un match d'essai vendredi. S'il te trouve bon, tu pourras faire partie de notre équipe. Comment t'appelles-tu ?»« Zico Hernandez, » répondit le gamin. « Eh bien, Zico, à vendredi. N'oublie pas d'apporter tes chaussures. » Entre-temps, Donelia et Federico, venus rejoindre leur ami, s'inquiétaient. « Que te voulait-il » ?
M'offrir de participer à des essais au football club de Santos, murmura Zico. Mais, brusquement, son regard s'assombrit. Le type a dit qu'il fallait que j'apporte mes chaussures de foot. Je n'en ai pas, donc impossible d'y aller. Ne t'en fais donc pas, Zico, le rassura Federico. Je t'achèterai une paire de chaussures. Tu pourras me rembourser plus tard, lorsque tu seras devenu célèbre. Zico fit un bond de joie et plongea dans la mer, aussitôt suivi par ses amis. Mais Donnelia chuchota à l'oreille de Federico. « Tu n'as pas le moindre sou pour acheter des chaussures à Zico ?»« Oh, je trouverai bien un moyen, » affirma Federico. « Zico ne peut pas laisser passer une telle chance. » Ce vendredi-là, Zico se rendit au stade avec Donnelia et Federico. Ils y trouvèrent d'autres garçons, invités eux aussi à participer aux essais. Tous les candidats reçurent un maillot, un short et des bas aux couleurs de Santos. Soudain, Zico se souvint de ce que l'homme lui avait dit. « Federico, m'as-tu apporté des chaussures ?» demanda-t-il. Son ami lui tendit alors une magnifique paire de chaussures noires à rayures jaunes. Zico les enfila à ses pieds, puis quelqu'un vint épingler sur son maillot un numéro 20. « Avec des chaussures pareilles, marmonna Federico nerveusement, Zico jouera encore mieux. »« Que veux-tu dire ?» s'enquit Donnelia. « D'où viennent-elles ?»« Je les ai piquées dans les vestiaires, » avoua Federico. « Elles appartiennent à l'un des joueurs de l'équipe première. » Et Federico se mit à rire un peu jaune, car c'était la première fois de sa vie qu'il volait. Mais il fallait absolument que son ami soit chaussé. « Après le match, j'expliquerai tout à Zico et nous rendrons les chaussures. » Soudain, ils entendirent un appel dans le haut-parleur. « Zico Hernandez ?» Zico pénétra sur le terrain. Il se sentait fort mal à l'aise dans les fameuses chaussures et aurait de loin préféré sentir le sable chaud sous ses pieds nus. Un gamin lui envoya la balle et Zico s'élança. Mais il eut l'impression d'avoir des pieds de plomb. Il arriva sur le ballon juste à temps, mais il le relança dans la mauvaise direction et le ballon alla atterrir dans les tribunes. « Raté !» s'écria le gamin qui avait lancé la balle. Zico fit vraiment tout son possible, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Quelqu'un lui relança le ballon et il voulut se tourner à toute vitesse pour le renvoyer. Mais les lacets de ses chaussures s'en mêlèrent et il s'étala. La bande de garçons se mit à rire. « Où donc a-t-on été chercher un pareil maladroit ?» s'exclama l'un d'eux. À ce moment, un coup de sifflet retentit. « Assez !» hurla l'entraîneur. « Les numéros 48, 32, 12 et 20 peuvent rentrer chez eux. Nous n'avons plus besoin d'eux. » Zico ôta son maillot et regarda le numéro qui s'y trouvait épinglé. C'était bien le numéro 20. C'était fichu. Il contempla tristement les tribunes. Il avait si souvent rêvé que les spectateurs y applaudiraient un jour pour lui. Il se dirigea vers les vestiaires, la tête basse, et déposa ses chaussures de foot dans une des armoires. « Impossible de jouer avec de pareilles chaussures aux pieds, se dit-il. C'est normal, je n'en ai jamais porté. » En sortant, il se heurta à Donnelia et Federico, qui étaient partis à sa recherche. « Que s'est-il passé ?» demanda Donnelia. « Tu avais le trac ?»« Non, c'est à cause des chaussures, » expliqua Zico. « Je n'avais jamais joué ainsi chaussé, mais j'y arriverai, je te le jure. » Et Zico s'enfuit. Mais Federico était mal à l'aise. « Qu'a-t-il fait de ces chaussures maintenant ? Il faut que je les rende, sinon je vais me retrouver en prison. Ça ne serait pas grave si seulement Zico avait été engagé. » Assis dans les tribunes, l'entraîneur observait les candidats. « Ce n'est pas possible, s'impatienta-t-il. Il n'y a pas un seul bon joueur là-dedans. »
Il sentit alors une main sur son bras. Il se retourna et découvrit Zico. « Pourrais-je vous parler un moment, monsieur ?» demanda ce dernier poliment. « Laisse-moi tranquille, » répondit l'homme excédé. « Je suis occupé. »« Tu avais le numéro 20, non? Alors rentre chez toi. »« Mais je ne peux pas, » déclara Zico. « Et pourquoi donc? »« Quelqu'un m'a volé mes souliers. »« Attends ici jusqu'à la fin du match et j'appellerai la police, » promit alors l'entraîneur. « Bien, monsieur, » dit Zico. Et il alla s'asseoir dans un coin. Mais, après quelques instants, il fit une timide tentative. « Ne pourrais-je pas essayer encore une fois, s'il vous plaît ?»« Quoi? À pieds nus ?»« Pas de problème !» s'écria Zico. Et, avant que l'entraîneur ait eu le temps de répondre, il s'élança sur le terrain. Il saisit la balle sous le nez du garçon qui s'était moqué de lui, fila devant deux des joueurs, puis tira vers un autre, à sa droite. Ce dernier lui renvoya la balle et Zico fit une tête en plein dans le mille. Après ce but, l'équipe adverse ne parvint pas à remonter et Zico marqua encore un autre but. Un joueur essaya de marcher sur les pieds de Zico, mais l'arbitre le remarqua et le fit sortir du jeu. À ce moment, Zico marqua un troisième but. « Il nous faut ce gamin !» hurla l'entraîneur debout dans les tribunes. « Maintenant, au moins, je pourrais aller en prison le cœur léger, » dit Federico, tandis qu'il courait vers les vestiaires avec Donnelia. « Je viendrai avec toi, » déclara bravement celle-ci. Les joueurs de l'équipe première se changeaient pour l'entraînement. Alors Donnelia et Federico restèrent derrière la porte pour voir la réaction du type qui ne retrouverait plus ses chaussures. « Hé, Enrico, que font donc tes chaussures dans mon casier ?» demanda soudain le gardien de but. « Je n'en sais rien, » répondit le centre-avant, qui les récupéra sans faire d'histoire. Il remarqua alors les deux enfants. « Vous ne pouvez pas entrer ici, dit-il. »« Nous... » balbutia Federico. « Nous voulions juste vous demander un autographe, » inventa Donnelia. Tous les journaux du lendemain annoncèrent que Zico Hernandez faisait désormais partie du Football Club de Santos et participerait à la finale de la Coupe à pieds nus. Le dimanche suivant, le stade était comble. Partout, des drapeaux et des cris soutenaient le petit nouveau. Donnelia murmura à l'oreille de Federico « Comme il paraît petit, parmi tous ces grands gaillards. »« Cela n'a pas d'importance, » dit son ami. « Pour bien jouer, il ne faut pas être grand, mais rapide. » À la seconde mi-temps, le score était toujours de 0-0. Soudain, vers la fin du match, Zico entendit un des joueurs de Santos qui l'appelait. Il vit arriver la balle, l'arrêta, puis tira. Des cris assourdissants retentirent. Zico venait de gagner la coupe pour son club.